Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la partie concernant la recherche et les universités. Donc dans la continuité du programme Tous Présidents, je vous invite à aller voir les autres vidéos si le reste du programme vous intéresse. Et donc comme d'habitude, je vais lire le programme et quand j'aurai des remarques à faire, je me référerai à des liens externes. Donc les universités et les résultats des travaux de recherche doivent être accessibles au plus grand nombre. De plus, les universités se doivent de rester indépendantes pour offrir des enseignements universels soustraits de l'influence des entreprises privées. Les laboratoires de recherche doivent quant à eux bénéficier d'un effort financier pour que la France reste un pays d'innovation, prérequis indispensable à une indépendance culturelle et technologique. Donc le premier point sera de se donner les moyens de trouver. Donc pour cela, je propose d'investir dans des programmes de recherche prioritaires concernant l'alimentation, la santé, la protection de l'environnement, les économies d'énergie et les technologies numériques, donc qui sont les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc l'alimentation, bien évidemment, il faut être capable de subvenir aux besoins alimentaires de la population. La protection de l'environnement, il y a eu le rapport du GIEC récemment, je vous invite à le consulter si ça vous intéresse. Il y a des gros enjeux à pouvoir protéger l'environnement, que ce soit en termes de pollution et en termes de réchauffement planétaire. Les économies d'énergie, c'est justement un des meilleurs moyens de protéger l'environnement et les technologies numériques peuvent y participer si elles sont bien utilisées. Le deuxième point consisterait, selon moi, à accompagner la mise en place de programmes de recherche de pointe en collaboration avec d'autres pays au-delà des frontières européennes. La plupart des programmes de recherche actuellement effectués en France se font soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle européenne. Et je pense que l'on devrait faire comme le Royaume-Uni, qui s'est réouvert sur le monde suite au Brexit et qui désormais recollabore avec les États-Unis, la plupart des pays anglo-saxons, mais également avec les pays asiatiques. Et je pense que de la même manière, si on n'est pas plus bête qu'eux, on devrait, plutôt que se concentrer sur l'Union européenne, on devrait collaborer avec l'ensemble des pays de la planète, avec les pays qui sont les plus en pointe sur un domaine de recherche pour améliorer la recherche française. Ensuite, je propose d'améliorer les critères d'évaluation de l'Agence nationale de la recherche afin d'encourager l'innovation, la qualité des publications et la collaboration entre équipes, plutôt que la course à la recherche, le financement et la compétition entre équipes. Donc actuellement, les critères d'évaluation tendent à favoriser les équipes qui font de la recherche de pointe. Malheureusement, ces équipes, pour faire de la recherche de pointe, sont en course perpétuelle pour publier plus que les autres équipes, publier dans des journaux plus qualitatifs, mais également plus de publications. Donc ça favorise la compétition entre équipes et c'est pas la compétition qui fait que l'on a une recherche de qualité, contrairement à ce que certains peuvent nous vanter. Ce qui fait qu'on a une bonne, recherche dans un pays, c'est le fait que l'on soit capable de collaborer et de mettre en commun les connaissances. Ensuite, je propose de réformer le recrutement et la promotion des enseignants-chercheurs en l'effectuant au niveau national pour éviter le clientélisme. Donc actuellement, le recrutement se fait beaucoup par réseau et donc comme je le dis par clientélisme. Vous connaissez les bonnes personnes, vous êtes recruté au sein d'une université et si vous connaissez personne, vous pouvez, malgré vos qualités, ne pas être pris. Donc de la même manière que les enseignants dans d'autres domaines sont recrutés au niveau national, je propose que les enseignants-chercheurs, soient recrutés et que leur promotion soit gérée au niveau national pour que l'on favorise le recrutement et la promotion des meilleurs chercheurs. Ensuite, comme je le disais, je propose d'augmenter les dépenses de recherche et développement afin de passer de 2,2 du PIB, donc ce qui est investi actuellement, à 2,8 en 2025. L'objectif étant de restaurer l'indépendance des équipes de recherche vis-à-vis des financements privés. Donc là, on peut voir les dépenses en recherche et développement, de différents pays dans le monde, en pourcentage du PIB. Donc la France, comme je l'évoquais, est à 2,2 du PIB en termes d'investissement en recherche, alors que les États-Unis sont à 2,8, le Japon est à 3,2. On peut voir que l'Allemagne est à 3. Donc on investit énormément, hein, par rapport à d'autres pays. On peut voir que la Russie investit que 1 de son PIB dans la recherche. Mais je pense qu'il serait important d'augmenter le budget et de remonter à 2,8 du PIB. Ça permettrait à la France de redevenir une grande puissance économique avec une industrie de pointe et donc de relancer les exportations. Par ailleurs, j'évoquais l'indépendance vis-à-vis des financements privés. Forcément, moins on investit dans la recherche, plus les laboratoires de recherche sont obligés de faire appel à des financements privés pour se financer. Et donc ça, la loi LRU notamment y a beaucoup participé avec une loi qui a été adoptée en 2007 et qui devait être mise en place en 2013 et qui fait que les universités doivent être capables de se financer par elles-mêmes autant que possible. Donc là, j'avais le budget des universités françaises, donc il y avait l'exemple de Saint-Étienne en 2009 qui montrait qu'en 2009, 80 du budget de l'université provenait du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de 2,1 provenait de prestations à recettes diverses. Donc ici, on peut trouver des financements privés, des financements d'entreprises ou du mécénat
qui participent au financement de l'université. Mais malheureusement, ce financement privé oriente également les programmes. S'ils deviennent trop importants, les entreprises peuvent dire bah, moi je vous finance, mais j'aimerais que vos étudiants apprennent ceci ou cela parce que j'en ai besoin dans mon entreprise. Et je pense que c'est pas le rôle des universités de former des futurs salariés d'entreprise. Si les entreprises veulent des salariés compétents dans leur boîte, elles peuvent très bien faire une formation ou leur payer une formation plus tard. L'université, c'est là pour rendre les gens libres et indépendants, et cultivés et avec un esprit critique, etc., etc. Mais c'est certainement pas là pour créer de futurs travailleurs, salariés de multinationales. Donc ça, c'était en 2009. Depuis la loi LRU en 2013, j'ai pas réussi à trouver des chiffres équivalents pour voir comment était réparti le budget des universités. Mais je suis persuadé que le financement des entreprises privées a augmenté. D'ailleurs, c'était l'objectif de cette loi LRU, que les entreprises privées financent les universités. Donc voilà, je suis pour augmenter le budget public de la recherche pour que les universités et les labos de recherche n'aient pas à passer un temps fou à faire des recherches de financement et notamment auprès d'entreprises privées. Ensuite, je propose de valoriser les travaux de recherche. Donc pour cela, je propose d'assurer aux doctorants un salaire à la hauteur de leur niveau d'études. Donc là, j'ai trouvé que donc c'est en 2017, le salaire d'un doctorant était de 1 400 € par mois. Donc c'est un salaire net, hein, qui est relativement peu pour des quand on arrive en doctorat, on a déjà un master pour des étudiants qui ont fait 5 ans d'études. Donc je propose de revaloriser ce salaire, sachant que, par exemple, là, je suis en reconversion. Donc avant, j'avais fait un doctorat, hein, payé à ce prix-là et là, je suis parti en comptabilité et en comptabilité, avec un simple BTS, on touche entre 1 600 et 2 500 € brut par mois. Donc pareil, hein, ça, de toute façon, les salaires devraient être revus dans plein de secteurs. Mais vu que là, je parle de la recherche et des universités, je propose donc de revaloriser le salaire des doctorants à la hauteur de leur niveau d'études. Ensuite, je propose de renforcer la mise en place et la protection des brevets pour les découvertes et les innovations prometteuses. Donc là, pareil, il y a des services qui se mettent en place désormais dans les laboratoires de recherche pour protéger un peu les découvertes qui sont faites. Mais c'est encore balbutiant. Les entreprises privées font ça depuis des années et des années et sont beaucoup plus compétentes sur le sujet. Et je pense qu'il est important de renforcer donc cette protection des brevets pour les découvertes et les innovations publiques, afin de potentiellement aussi avoir une source de financement. Si le public arrive à protéger ses découvertes, et notamment certaines découvertes qui sont ensuite réutilisées par les entreprises privées, ça pourrait permettre d'avoir des revenus qui financent ensuite la recherche et ça pourrait créer un cercle vertueux. Ensuite, je propose d'encourager la création d'un ou plusieurs journaux scientifiques francophones pour éviter le monopole de l'anglais, pour faciliter les publications des petites équipes de recherche et pour rendre accessibles au grand public les articles scientifiques. Actuellement, donc, quand on est chercheur, on paye une certaine somme à des journaux pour pouvoir publier des articles scientifiques. Donc non seulement le chercheur n'a aucun droit sur les articles qui sont publiés, il n'en tire aucune rémunération, mais en plus il doit payer pour mettre en avant ses publications. Donc bien évidemment, les journaux scientifiques se font énormément d'argent et la plupart sont en anglais, ce qui pour moi est un gros problème pour l'accès à la connaissance et ce qui crée de gros soucis de méfiance de la population vis-à-vis de la recherche. Parce que les gens n'ont tout simplement pas accès à la connaissance et peuvent pas aller vérifier, eux-mêmes dans les journaux, ce qui est découvert, au jour le jour. Et donc il y a un autre souci, c'est que, les petites équipes de recherche, ont énormément de mal également à publier. Parce que forcément, plus les journaux sont importants, plus ça coûte cher de publier et puis plus c'est difficile parce qu'il y a une vraie compétition pour pouvoir publier dans les journaux scientifiques. Ainsi, je propose donc de créer et d'encourager la création de journaux scientifiques francophones, ce qui n'empêcherait pas d'à la fois publier dans les journaux scientifiques anglais, mais également du coup de pouvoir publier en parallèle dans des journaux francophones pour que l'information soit diffusée plus largement. Donc là, j'avais trouvé un petit article qui évoquait le cas des journaux scientifiques. Un bon chercheur est un bon payeur. En effet, il existe une barrière à l'accès au savoir. Il faut le plus souvent sortir sa carte bleue. Imaginons que vous souhaitiez lire le premier article décrivant la structure de l'ADN, publié en 1953 par Watson et Crick dans la revue Nature. Il vous en coûtera 67 ans après sa publication, entre 8,99 et 32 $. Pour les chercheurs travaillant au sein d'un laboratoire public, ils y accèdent le plus souvent grâce aux abonnements auxquels a souscrit leur organisme. Problème, leur coût est faramineux.
Pour se faire une idée, le précédent accord entre le consortium Couperin, représentant plus de 260 acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, et le seul éditeur Elsevier, couvrant 2200 revues, le secteur de l'édition scientifique est donc un bon filon. Le rapport 2018 de STM faisait état d'un chiffre d'affaires global de l'ordre de 10 milliards de dollars. Et si l'on épluche le rapport annuel de 2018 d'Elsevier, on apprend que ces revues dégagent une marge bénéficiaire de 40%. Donc vous imaginez, hein, la plupart des entreprises rêveraient d'avoir une telle marge bénéficiaire. 40%, en général, il faut savoir que les entreprises, alors ça dépend du secteur, dans le bâtiment, ça va être entre 1 et 2%, la marge bénéficiaire. Dans d'autres domaines comme le domaine des GAFAM, ça peut être de l'ordre de 40%, mais la plupart des entreprises sont autour de 15% de marge bénéficiaire normalement. Vous voyez que c'est un marché assez fructueux. Pourtant, comme le rappelle en détail l'excellent documentaire Paywall: The Business of Scholarship, ni les auteurs ni les reviewers ne sont rémunérés par les éditeurs. Donc c'est ce que je disais, hein, les scientifiques ne sont pas payés et les scientifiques qui reviewent les papiers ne sont pas rémunérés non plus. Alors ça, j'ai un doute, il me semblait qu'ils avaient une petite somme quand même, mais peut-être que dans la plupart des cas, ils ne sont pas rémunérés. Bref, de plus en plus de chercheurs sont ulcérés de voir une part importante des trop rares ressources consacrées à la recherche publique partir dans les poches des éditeurs privés sans que leurs travaux soient librement accessibles. Peter Walter et Dish Mullins, deux chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco qui décrivent les éditeurs privés comme des parasites, ont lancé un boycott du plus emblématique d'entre eux, Elsevier. Mais au-delà de ces mouvements de défiance, le potentiel d'Internet a été mis à profit pour développer une alternative à ce système si coûteux, l'open access ou libre accès. Son acte de baptême, l'initiative de Budapest pour l'accès ouvert, vous pouvez en consulter la version française ici, a été signé depuis son lancement le 2 décembre 2001 par plus de 6000 personnes et près de 1000 organisations. Bon, je vais pas tout vous lire, mais bon voilà, c'était juste pour souligner que le fait qu'actuellement, l'édition se faisait un fric monstrueux sur le dos des chercheurs et qu'il y avait donc des lois à mettre en place à ce sujet-là. Je propose de légiférer pour que les journaux scientifiques rendent accessibles gratuitement les articles les plus cités. Donc par exemple, on pourrait admettre que les journaux scientifiques restent payants et que pourquoi pas, mais on pourrait au moins faire en sorte, et obliger les journaux scientifiques à le faire, hein, il suffit de légiférer sur le sujet, par exemple que les 10% d'articles les plus cités, donc potentiellement les meilleurs articles et ceux qui ont le plus de répercussions sur la science, soient rendus accessibles, que ce soit aux chercheurs ou au public, afin que tout le monde puisse avoir accès aux avancées scientifiques. Je propose également d'accompagner le développement de la plateforme GAFEX, regroupant les travaux de recherche n'ayant pas abouti, afin d'accélérer les découvertes en évitant de répéter les erreurs du passé et en encourageant la prise de risque. Les journaux scientifiques sont là pour publier les avancées en recherche ayant été concluantes, sachant que bon, il y en a une grosse partie qui malgré qu'elles soient publiées, sont un peu du bullshit, hein. Je crois qu'il y avait des études qui avaient montré qu'une étude sur 3 ou je sais plus combien, une étude sur 4 n'était pas significative et en fait n'apportait aucune avancée scientifique, voire était fausse et pouvait induire en erreur. Et il y a beaucoup de travaux qui sont effectués, qui ne sont pas concluants et qui donc ne sont jamais publiés et ne sont pas partagés aux autres équipes de recherche dans le monde. Et donc d'autres équipes de recherche refont les mêmes erreurs et ça ralentit énormément le processus de recherche. Donc il y a une plateforme qui s'appelle GAFEX qui est là pour justement permettre aux chercheurs de publier leurs échecs. Et ça permettrait donc d'éviter de faire des erreurs qui ont déjà été faites par le passé. Donc là, GAFEX, malheureusement, ça n'a pas été encore mis en place. Là, j'ai trouvé ce lien quand on va sur gafex.org qui nous dit que GAFEX est un outil où les scientifiques vont pouvoir partager leurs échecs à travers la communauté scientifique mondiale. Et leur but est d'aider les chercheurs à avoir un espace de ressources leur permettant de ne pas répéter les expériences ayant échoué par le passé. Et donc GAFEX va rendre accessible de manière gratuite, basée sur l'autonomie, la transparence et le système de peer review, donc qui est le fait que des chercheurs vérifient les articles des autres chercheurs. Donc comme sont faits actuellement les autres articles scientifiques. Donc voilà, cette plateforme GAFEX, je pense qu'il faut l'accompagner et faire en sorte qu'elle puisse être mise en place assez rapidement pour que, encore une fois, on puisse améliorer le processus de recherche et que des équipes ne passent pas leur temps à essayer des expériences qui ont déjà échoué par le passé et dont ils n'ont pas connaissance. Ensuite, je propose de valoriser les universités.
Donc pour cela, je propose de réformer la loi LRU afin de garantir l'indépendance des programmes universitaires vis-à-vis des groupes d'influence privés. Je l'ai déjà évoqué juste avant, je ne vais pas revenir dessus. Je propose de favoriser l'ouverture d'universités populaires pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Ça, je l'avais déjà évoqué dans la partie sur l'éducation, donc la dernière vidéo si ça vous intéresse. Et donc, il y a des universités publiques qui sont là pour former des étudiants pour ensuite, leur rendre enfin leur permettre d'accéder à des métiers qualifiés. Mais je pense qu'il est également important de créer des universités populaires, peut-être un peu moins élitistes, où les gens peuvent simplement avoir accès à de la connaissance, sur des sujets peut-être un peu moins théoriques d'ailleurs. Il pourrait y avoir des universités populaires, je sais pas moi, de tout et n'importe quoi. On pourrait apprendre, une université populaire de la cuisine. On pourrait connaître l'histoire de la cuisine en France, les différentes recettes, enfin voilà, tout connaître sur la cuisine française, une université populaire sur l'architecture, mais sans pour autant ouvrir sur des métiers d'archéologue ou d'architecte ou je ne sais quoi, juste pour que les gens puissent s'informer sur un sujet et des gens passionnés pourraient venir, présenter leurs avancées leurs connaissances dans différents domaines. Ensuite, je propose d'améliorer l'orientation des étudiants dans les premiers cycles d'études en mettant en place des séances d'information sur les débouchés de chaque filière en termes d'offres et de demandes d'emploi, en lien avec les services de Pôle emploi. Donc ça, moi, je trouve que même s'il y a des progrès qui ont été faits, c'est encore assez catastrophique. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent dans le monde, universitaire sans forcément, savoir exactement sur quel métier ça peut les mener. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites au niveau de Pôle emploi pour permettre aux gens de se réorienter. Donc il y a une vraie valeur ajoutée que Pôle emploi pourrait amener aux universités, pour permettre aux étudiants de connaître un peu les débouchés de chaque filière et faire le point avec eux sur le métier pour lequel il pourrait être fait, en fonction de leurs attentes et donc ça, je pense que ce serait important d'améliorer, l'orientation des étudiants. La future vidéo sera sur le logement et l'urbanisme, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir, être averti quand je ferai cette vidéo. Elle sera probablement d'ici 2-3 semaines. Je vais essayer de faire ça d'ici 2 semaines. Si vous êtes intéressé par le reste du programme, je rappelle que les autres vidéos sont disponibles sur YouTube et que vous pouvez aller les visionner si ça vous intéresse. Et puis sur ce, je vous incite à continuer à vous intéresser à la politique et je vous souhaite une bonne journée.